Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h14, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres et porte-parole de Yannick Jadot. Bonjour Delphine Batho. Bonjour. Les écolos peuvent-ils remonter la pente? La surprise Ségolène Royal, les prix de l'énergie, comment se chauffer et rouler demain? Les écarts de langage aussi dans la campagne, parfois, la fin du pass vaccinal, quelle France demain? Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. On a un quart d'heure, 20 minutes, donc ça devrait aller. Alors vous avez été longtemps aux côtés de Ségolène Royal. Comment vous avez pris hier son soutien à Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'à, évidemment, Anne Hidalgo, mais aussi à votre camp, à Yannick Jadot et à vous les écolos? Merci de cette question, mais moi je suis là pour parler d'écologie, et je suis là pour parler des propositions de Yannick Jadot, dans un moment où effectivement nous sommes de commenter en permanence les déclarations des unes et des autres, donc là les zigzags de Ségolène Royal qui a 15 jours soutenait Valérie Pécresse, ça m'intéresse pas en fait, parce que tout ça participe d'une occultation. En fait, participe de la façon dont, dans cette campagne présidentielle, il y a une sorte de grand mensonge qui est dénoncé par 1400 scientifiques, qui fait que, en fait, on ne parle pas de ce qui est important et des enjeux vitaux du réchauffement climatique qui impacte aujourd'hui de façon flagrante et grave le pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Parce qu'en fait, quand on parle du prix des carburants, quand on parle des factures d'énergie, quand on parle de l'inflation de l'alimentation, c'est le résultat direct de l'inaction climatique. Et on ne peut pas continuer comme ça sur cette pente descendante. Oui. Non mais c'est quand même assez étonnant de la part de Ségolène Royal, qui justement a été ministre de l'Environnement, a travaillé toutes ces questions. Elle a même ça n'a aucun intérêt. Non mais elle aurait pu venir par exemple avec vous rejoindre d'une manière ou d'une autre, même si je sais qu'avant la fameuse primaire, etc., il y avait eu des tractations, ça n'a pas abouti. Elle aurait pu quand même être du côté de Yannick Jadot, non, pour porter cela. Non, c'est pas étonnant. Franchement, je suis pas là pour commenter, si vous voulez, les difficultés que rencontre ce qu'il reste aujourd'hui en France de la social-démocratie. On n'est pas dans la campagne présidentielle. Il en reste quelque chose. On n'est pas dans la campagne présidentielle du siècle dernier. On est en 2022, il reste moins de 10 ans pour agir pour le climat, et on est aujourd'hui en train de vivre un choc énergétique spectaculaire avec des conséquences extrêmement graves. Moi, je peux vous parler des factures d'électricité des entreprises des Deux-Sèvres. Mais alors, justement, est-ce que ce n'est pas aussi parce que... on va en parler, mais on passe à autre chose. Non, mais Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, justement, eux, ils revendiquent une écologie qui est plus radicale que celle de Yannick Jadot. Ils critiquent d'ailleurs Yannick Jadot pour ça. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Ségolène Royal est allée dans le camp de Jean-Luc Mélenchon. Non, pas du tout. Jean-Luc Mélenchon a mis un petit peu d'écologie dans son programme, mais ce n'est pas ce qui matrice sa proposition politique. J'entendais sur votre antenne, d'ailleurs, son porte-parole dire qu'il voulait s'allier avec Fabien Roussel, qui défend dans cette campagne présidentielle ce qu'on peut appeler le productivisme de gauche. Bon, voilà. Donc non, il y a une candidature écologiste. Il y a une seule candidature écologiste, et c'est celle de Yannick Jadot. Est-ce que, alors pour la faire redécoller, parce qu'on a l'impression quand même que ça patine dans les intentions de vote, je ne sais pas ce que ça donne sur le terrain, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une stratégie plus claire ou des propositions très claires de la part de Yannick Jadot? On a l'impression qu'il est tiraillé entre l'écologie et puis d'autres préoccupations, barrage par exemple aux idées dites d'extrême droite, etc. Et les électeurs eux-mêmes sont un petit peu perdus. On a le droit de combattre l'extrême droite. Bien sûr. Bon, non, mais, ça c'est la première chose. La deuxième, son cheval de bataille, notre cheval de bataille, c'est le climat, c'est le vivant, et c'est l'amélioration du pouvoir de vivre des Françaises et des Français. Et il y a, pardon d'y revenir sur ce grand mensonge que je dénonçais, il y a dans cette campagne présidentielle en permanence l'agitation de débats sur des fantasmes, sur des idées nauséabondes, au détriment de ce qui est important. Et j'aimerais... Quel fantasme, là, vous parlez ? Les fantasmes du grand remplacement, alors que ce qui nous menace, mais c'est le grand effondrement de nos conditions d'existence, du caractère habitable sans reprendre la théorie du grand remplacement, ça peut s'expliquer aussi par des changements en fait climatiques, avec des gens qui fuient des pays et qui viennent aussi ici en Europe et dans notre pays. C'est ce qui se passe un petit peu. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'écologistes tirent la sonnette d'alarme pour ça. Donc finalement, vous n'êtes pas si loin que ça de cette théorie. Nous sommes aux antipodes
antipodes de cette théorie, parce que dans les problèmes du monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution dans l'égoïsme, il n'y a pas de solution dans le chacun pour soi. Et en fait, l'enjeu écologique, plus que tous les autres, est un enjeu planétaire qui concerne l'humanité dans son destin collectif. Et donc, nous ne sommes pas du tout dans des logiques de chacun pour soi, de repli, de haine, de xénophobie. Au contraire, on a besoin de solidarité, on a besoin de retrouver le sens de l'essentiel et le sens de l'humain. Ça, c'est la première chose. Mais pardon, je voudrais quand même revenir sur le discours médiatique ambiant. Sur Yannick Jadot ? Sur les écologistes. En permanence, nous faisons une campagne extrêmement sérieuse. Nous avons un programme extrêmement concret. Nous avons un candidat qui a déjà fait ses preuves et qui est solide. Oui, il avait fait une percée, par exemple, aussi aux européennes, quoi, bien sûr, en plus de de tout ce qu'il a fait jusque-là, quoi. Oui, aux européennes, nous avons gagné les élections municipales et il y a en permanence une petite musique visant à considérer que les enjeux que nous portons ne seraient pas des enjeux sérieux ou seraient des enjeux secondaires alors que c'est parmi les premières préoccupations des Françaises. Et j'aimerais, s'il vous plaît, exposer le lien qu'il y a entre les questions du pouvoir d'achat et les enjeux climatiques. Je vais prendre l'exemple du prix des poires. Puisqu'il y a une augmentation, comme vous le savez, du prix des fruits et légumes. Le prix des poires, aujourd'hui, en France, a augmenté. On ne mange pas de poire au mois de décembre, normalement, en fait. Bon. Non, mais cet automne, il a augmenté de 50%. Parce que c'est le mois d'août, vous le savez, les poires. Il a augmenté de 50% parce que la production française de poires a diminué de 60% suite aux épisodes de gel tardif que nous avons eu l'année dernière, après un hiver qui était trop doux, une forme de canicule d'hiver, si on voulait résumer dans une formule rapide. Le prix du pain, le prix des pâtes augmente parce qu'il y a eu le dôme de chaleur au Canada, des vagues de sécheresse spectaculaires dans un certain nombre de pays qui font flamber le prix du blé à un niveau de record historique. Et donc en fait, pendant qu'on est en train de discuter les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, par exemple ceux qui sont en train d'aller au travail dans leur voiture, littéralement, mais au sens littéral du terme, leur argent est en train de partir en fumée parce que l'on ne fait rien. Mais pourquoi alors ce discours une société mobilisée sur l'enjeu climatique depuis un certain nombre d'années aurait organisé la sortie des énergies fossiles, aurait agi avec efficacité contre le réchauffement climatique. Et il est encore temps d'agir et c'est un problème qui entre aujourd'hui dans la vie concrète et quotidienne de toutes les Françaises et tous les Français. Delphine Batho, quand je vous entends, effectivement, c'est très clair et on y reviendra bien sûr parce que vous êtes favorable par exemple à la décroissance. Mais alors pourquoi ça ne ressort pas suffisamment de la voix des écologistes? Est-ce que c'est parce qu'il y a une branche des écolos, du parti Europe Écologie Les Verts, avec Sandrine Rousseau, qui développe d'autres thèmes? Les écologistes parlent de ce que je suis en train de vous dire en permanence. Mais c'est occulté par les autres candidats, parce que les autres candidats, ils ont peur que si on parle des enjeux écologiques, ça fasse voter pour les écologistes. C'est ce qui s'était passé, notamment aux élections municipales. Vous trouvez bien... Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, pardon de le dire, mais il y a une responsabilité des médias. Il y a une responsabilité de votre station, comme de tous les autres médias. Et c'est ce que dénoncent les scientifiques. L'appel des 1400 scientifiques qui a été publié la semaine dernière dénonce le fait que les candidates et les candidats, lorsqu'ils sont invités à des émissions, ne sont pas soumis aux questions de base. Comment vous faites pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030? Comment vous faites pour mettre fin à l'effondrement de la biodiversité? À l'échelle mondiale. Non, à l'échelle française. Oui, mais à l'échelle mondiale non, aussi. Et à l'échelle mondiale, vous savez que c'est encore plus capital qu'à l'échelle française, quoi. Bien sûr. Non, c'est capital à l'échelle française. C'est pas capital à l'échelle mondiale. C'est capital et à l'échelle mondiale. Alors attendez, on va aller revoir ces scientifiques ensemble, Delphine Batho, parce que non, mais on ira revoir ces scientifiques ensemble parce que je pense que effectivement c'est probablement à l'échelle mondiale que c'est encore plus capital et que la France est parmi les bons élèves, même si elle a beaucoup de choses à faire, quoi. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Ça, c'est l'argument d'Éric Zemmour dans le débat actuel. C'est l'argument d'Éric Zemmour. L'argument d'Éric Zemmour, c'est de dire la France, c'est que 1% des émissions de gaz à effet de serre. Alors pourquoi on s'enquiquine? Non, c'est pas ça. C'est qu'elle montre l'exemple, quoi.
Non, c'est pas seulement qu'elle montre l'exemple. Elle ne montre pas l'exemple, la France. Non, c'est pas seulement... Par rapport en fait à la Chine, par rapport aux États-Unis, bien sûr. D'abord, ce chiffre des 1% est notoirement incomplet, c'est-à-dire qu'on ne parle que des émissions de gaz à effet de serre sur notre sol, par nos activités en France, et on ne parle pas des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux importations. Or, toute une série d'objets de la vie quotidienne sont importés, et donc les émissions de gaz à effet de serre qui ont lieu en Chine, parce qu'on a délocalisé l'industrie et notre économie en Chine, concernent l'empreinte carbone de la France. Et donc nous avons une responsabilité sur ce qui se passe sur notre sol, mais aussi indirectement. Et dans les extractions en Afrique. L'élevage français mange du soja OGM qui a détruit la forêt amazonienne. Il y a, vous le voyez bien sur la planète, une empreinte écologique de la France qui va bien au-delà de son propre bilan en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, écoutez, on ne va pas s'en remettre au régime autoritaire chinois ou aux États-Unis ou quoi que ce soit pour agir pour le climat. Et le troisième élément, c'est qu'il faut agir aussi pour nous-mêmes, parce que, par exemple, en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles, en mettant fin au scandale des passoires thermiques, en mettant fin à la malbouffe, eh bien, on améliore la vie quotidienne des Françaises et des Français et on améliore leur pouvoir de vivre par la réduction des dépenses. Question pour éclairer aussi les auditeurs. Est-ce que, justement, cette écologie, elle est adaptable au capitalisme ? C'est ce que défend un peu Yannick Jadot. Ou alors, est-ce que la ligne Sandrine Rousseau, non, il faut être beaucoup plus radical ? Quelle est votre position, vous ? Il y a besoin d'une régulation écologique de l'économie de marché. J'avais mardi soir une réunion avec des entrepreneurs et des entrepreneuses. En fait, les entreprises, bon nombre d'entre elles, pas toutes, évidemment pas Total, pas l'industrie des pesticides, sont en mouvement aujourd'hui vers l'écologie. Il y a un mouvement de la société Total française aussi en bas. fait de son côté des efforts. Hein. Je rencontrais les entreprises du secteur du bâtiment en Deux-Sèvres la semaine dernière. Ils sont à fond, si vous voulez, pour l'investissement dans les travaux d'efficacité énergétique. Et beaucoup savent... Donc c'est adaptable à notre société actuelle et au capitalisme. Beaucoup savent que c'est avec ça qu'on va créer des emplois et qu'on va améliorer la qualité de vie dans notre pays. Et donc nous soutenons l'engagement des entreprises pour l'écologie. Ce que nous voulons, c'est que les règles du jeu, c'est ce que propose Yannick Jadot avec la logique du bonus-malus, avec le fait de conditionner toutes les aides aux entreprises à leur engagement, à la fois social, ou sur l'égalité entre les femmes et les hommes, mais évidemment à leur engagement pour le climat. Et d'exiger de toutes les entreprises une trajectoire de réduction de leur empreinte écologique. Vous pouvez discuter avec les chefs d'entreprise et c'est adaptable au capitalisme, à la société. Non mais parce que quand même... Non mais c'est vrai. Certaines et certains nous soutiennent. Non, mais bien sûr. Mais alors, Sandrine Rousseau, elle devrait être clairement derrière Yannick Jadot, derrière le candidat. On a l'impression qu'elle ne l'est pas. Quand je regarde, en fait, à chaque fois, ses réactions sur les réseaux sociaux. Il y a eu une primaire. On a eu un super débat. Moi-même, j'étais candidate. On a eu un super débat de qualité, de haut niveau, très intéressant, et démocratiquement, je pense, qui a été salué par tout le monde entre les écologistes. Maintenant, on est dans le temps de la bataille électorale, derrière un candidat qui a été élu démocratiquement, qui s'appelle Yannick Jadot. Le reste ne m'intéresse pas. Bon. Est-ce que vous faites confiance aussi à la science et à la technologie pour trouver des solutions ? Je me base sur les connaissances scientifiques. Je vous ai évoqué tout à l'heure l'appel des 1400 scientifiques. En fait, tout ce que l'on connaît aujourd'hui du processus du réchauffement climatique est basé sur des travaux scientifiques. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce que les scientifiques ont énoncé depuis 30 ans et 40 ans se réalise exactement. Et on fait comme si on avait la tête ailleurs. La maison brûle, mais on regarde ailleurs, pour reprendre une expression célèbre. Donc oui, nous basons sur la science. Sur la science. Et alors, beaucoup de scientifiques disent, faites-nous aussi confiance pour trouver en fait des moyens de substitution, de transition. Mais aujourd'hui, on a encore besoin du nucléaire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, deux choses. D'abord sur votre question, qui est d'abord sur l'innovation technologique en tant que telle. Nous sommes pour la recherche et développement, de façon très claire, et pour l'inventivité. Nous croyons à l'intelligence humaine. Maintenant, en fait, pour qu'on se comprenne bien, on est dans une situation d'urgence absolue. C'est-à-dire que ce que l'on doit faire, c'est entre maintenant et 2030. Donc, faire une sorte de pari, si vous voulez, en se disant on va plus tard trouver quelque chose qui va solutionner le problème, c'est
aller dans le mur, parce qu'en fait, pendant qu'on pense qu'on va trouver une solution miracle, les problèmes continuent et la destruction du vivant, la destruction du climat continue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le nucléaire n'est pas une solution dans le calendrier que je viens de dire. C'est-à-dire que les EPR2 qui n'existent même pas, qui vont être lancés, oui. Non, qui n'existent même pas. J'ai été ministre de l'énergie. Ouais. Je peux vous dire, les EPR2 dont parle Emmanuel Macron n'existent pas. L'EPR1, il est toujours pas en fonctionnement. Il a coûté 6 fois ce qu'il était censé coûter et il ne produit toujours pas d'électricité. Donc nous expliquer que pour résoudre les problèmes du climat entre maintenant et 2030, on va faire des EPR2 qui n'existent pas en 2045. On va faire des EPR2 en 2045, c'est se moquer du monde. Ce qu'il faut faire tout de suite, ce sont des économies d'énergie. C'est d'investir massivement dans la sobriété énergétique, éradiquer les logements passoires, améliorer la qualité de vie des gens par cette sobriété énergétique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de développer les énergies renouvelables et progressivement de diminuer la part du nucléaire à mesure qu'on a fait des économies d'énergie et qu'on a développé les énergies très bien. renouvelables. Je pense que les automobilistes qui, notamment, sont dans leur voiture, en fait, vous entendent ce matin, Delphine Bateau, peuvent être convaincus par ça. Mais ils se disent quand même, parce que quand ils passent à la pompe, que c'est en fait très cher, qu'aujourd'hui, on veut aller vers l'électricité, mais on ne sait pas comment on pourra produire en fait tout. Donc ils sont inquiets parce que quand vous parlez de décroissance, ils disent d'accord, mais s'il y a de la décroissance, est-ce qu'on aura encore de l'emploi demain chez nous en France, et est-ce qu'on réussira aussi à avoir des énergies si on se passe du nucléaire demain pour pouvoir se déplacer par exemple, pour pouvoir se chauffer. Ça c'est une vraie question sur les... Très majoritairement on se déplace pas avec du nucléaire. Non. Non, mais avec de l'électricité aussi. Comment vous allez dans les Deux-Sèvres ? Comment vous allez dans les Deux-Sèvres ? J'y vais en train. En train avec quoi ? Quelle énergie ? Effectivement, je suis une élue d'un territoire rural et donc je connais très très bien la question de la dépendance à la voiture pour faire tout. Non, mais même le train. Comment il fonctionne le train ? Attendez, est-ce que je vous ai dit qu'on allait se passer d'énergie en France ? Non, mais je pose... l'électricité... S'il vous plaît, discuter en évitant les caricatures. C'est pas les caricatures, donc, je vous pose une question. Les écologistes ne proposent pas d'interdire la voiture en France. Les écologistes ne proposent pas que les TGV arrêtent de circuler parce qu'on couperait l'électricité. Si on peut être sérieux, 2 secondes. Oui, bien sûr. D'accord ? Donc, Non, mais moi, je veux savoir d'où vient l'électricité que vous mettrez demain dans tous ces trains, encore. L'électricité provient des énergies renouvelables, aujourd'hui en France, en partie, et des centrales nucléaires qui ont été construites dans le passé. Maintenant, pourquoi les prix flambent ? Les prix flambent aussi parce que nous avons 11 réacteurs à l'arrêt, parce qu'en fait, la trop grande dépendance de la France au nucléaire est une vulnérabilité. Et que quand il y a un pépin de sûreté sur une centrale nucléaire, c'est ce qu'on appelle un défaut générique, on a en général le même pépin sur d'autres centrales nucléaires. Et comme on est dans un système aberrant, où l'Europe s'en est remis à une logique de marché sur les prix de l'énergie, et où le prix de l'électricité en Europe, il est basé sur le prix du gaz, et donc indirectement sur le prix du gaz russe, on est dans un système qui est totalement absurde. Et c'est la raison pour laquelle Yannick Jadot demande la suspension immédiate des directives européennes sur le prix de l'électricité. Oui. 2 dernières questions, Delphine Bateau, il nous reste 2 minutes. L'une, sur la fin du pass vaccinal qui est envisagé pour mi-mars, fin mars. Est-ce qu'il faut même l'accélérer ? Vous y êtes favorable ou pas ? Alors nous sommes favorables à la vaccination et nous sommes sur la position de l'Organisation mondiale de la santé qu'il faut convaincre et non pas contraindre. Donc moi, j'ai voté contre le pass vaccinal pour cette raison-là. Je pense qu'il y a ce que disent d'ailleurs beaucoup de médecins. Moi, je suis dans un territoire rural. Si vous voulez, les centres de vaccination, ils sont au chef-lieu de communautés de communes. C'est-à-dire que il y a un énorme travail, je veux les saluer, des pompiers, etc., pour essayer de déployer des dispositifs plus près des gens. Mais on est quand même loin. Quand vous avez des personnes âgées qui sont chez elles, toutes seules, sans mobilité, voilà. Et donc, en fait, sur la vaccination, la question, c'est d'aller vers
les populations qui aujourd'hui n'ont pas un accès facile au système de santé. Et contre le pass vaccinal, en revanche, c'est ce que vous dites. Un dernier mot sur Yannick Jadot, il sera ce soir sur France 2. J'invite les auditeurs à le regarder. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Parce qu'on dit souvent, Yannick fend l'armure un petit peu comme pour d'autres. Mais il a largement fendu l'armure. Ah oui, vous croyez? Bien sûr, mais regardez son intervention au Parlement européen, d'interpellation d'Emmanuel Macron, où il a été excellent. Donc d'abord, les conseils que je lui donne directement, pas par émission. Non, mais est-ce qu'il doit appeler aussi un ralliement, par exemple, de Taubira à Hidalgo? Là, est-ce que c'est encore possible ou pas? Non, la tambouille politicienne. Secours. La réalité, c'est que les enjeux écologiques concernent chacune et chacun d'entre nous en tant qu'être humain. Et donc toutes celles et tous ceux qui veulent le rejoindre sur une base clair sur un programme qui donne la priorité à ces enjeux sont les bienvenus d'où qu'ils viennent. Bon, même les chasseurs, les chasseurs. Il y a des chasseurs qui sont, ça va être paradoxal ce que je vais vous dire, mais en tout cas en Deux-Sèvres, je connais des chasseurs qui votent pour les écologistes et qui ont un profond respect. Vous voyez, pour casser les clichés, qui sont naturalistes en fait et qui ont un rapport qui n'est pas celui du tout. Bon, vous ne tirez pas sur les chasseurs, quoi. Grosso modo, c'est ça, quoi. On est pour interdire la chasse le week-end, on est pour mettre fin à des pratiques cruelles comme la chasse à courre et nous l'assumons parfaitement, mais là aussi il y a des chasseurs qui ne partagent pas par exemple les positions de la Fédération nationale et de son président. Merci beaucoup Delphine Batho d'avoir été notre invitée ce matin sur Sud Radio.